Tu nous fais une petite revue des prix là? Ah, écoute. Ça me met de bonne humeur pour la journée. Ah, ça te met de bonne humeur. Attends, écoute. On peut commencer la vidéo direct en fait, hein. Regarde. On est le 14 juin, il est 6h53. Pour ceux qui nous suivent depuis maintenant une demi-heure, ça fait une demi-heure qu'on filme. Bienvenue à vous, que vous soyez en podcast ou en vidéo. On vous aime tous autant que vous êtes. Allez, le Bitcoin, regarde, 21 866 dollars. On avait. Ce qui me fait marrer, c'est que ça fait plusieurs semaines que je dis qu'il va taper les 19, qu'il va aller aux alentours des 21 000, que je ne recharge pas à 25, etc. Et ça me fait plaisir, parce que je pensais que si ça tapait vraiment pas ces prix-là, j'allais passer pour un guignol. Un Ethereum, 1146 dollars, moins 15% sur les dernières 24 heures, c'est beau. Et on voulait surtout pas faire peur à la communauté, donc, mais il faut les informer. Regarde le tableau général. Il est totalement rouge sur les 7 derniers jours, sur la dernière semaine, sur les 30 derniers jours, tout est rouge. 21 802 dollars le Bitcoin, l'Ethereum 1144 dollars, BNB à 217 dollars, le Cardano 46 centimes, le Solana 28 dollars. Il arrive à se maintenir juste en dessous des 30, il est entre 28 et 30, il n'a pas encore cassé sa barre des 27, il n'est pas allé en dessous, je crois qu'il n'y a pas eu de mèche en dessous des 27 dollars. Qu'est-ce qui est intéressant encore à voir? Litecoin 43 dollars, le CRO 11 centimes. Voilà, le CRO, je pense qu'il va tomber facilement aux alentours de entre 5 et 7 centimes. NIR 3 dollars. Et le Atom, oh là là, le Atom, qu'est-ce que j'attends qu'il retombe encore un peu plus. Il faudra que je regarde un peu la courbe sur l'Atom pour voir quel est le niveau intéressant pour recharger ce token. À vérifier, mais je crois que c'est 5 dollars. Sur les courbes, ouais. Il me semble que c'est 5 dollars. Attends, on va regarder les courbes de toute manière. Alors, Bitcoin, on va se mettre en daily. On va regarder la clôture qu'il a faite hier. Bon, bah, hier, il est tombé encore plus bas. Et on avait mis la petite flèche, tu vois, pour le dire qu'il se dirigeait vers les 19. Le Bitcoin, il a méché à 20 916 dollars pour l'instant. Aujourd'hui, 20 916. On va passer en 4 heures pour voir vraiment ce qu'il fait dans le détail. Là, il est en train de faire une dégringolada. Il se dirige gentiment sur les 19-20 000. Et je pense que si le marché continue comme ça, dans les 24 heures, il va toucher les 20 000. Je sais pas. 24-48 heures, si le marché continue, ouais, il touche les 19-20 000. Bah, qu'est-ce qui ferait que le marché continue pas, quoi? C'est une bonne question. Moi, j'ai putain, BTC, moins 15% en 24 heures, quoi. Si on m'avait dit ça il y a 6 mois, putain. Est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit? Ah non. Franchement, enfin... Si, forcément que si, quand même. Il y a des choses que je pense que je me serais débarrassé. Tu vois, genre, il y a une allocation de plus. Je pense qu'il y a un 20-30% qui serait parti quand même en plus sur les marchés. Je serais un petit peu moins exposé. Mais non, ça aurait pas changé grand-chose en soi. Mais juste que dans mon esprit, c'était... En fait, j'occultais. Tu vois, pour moi, c'était pas possible, quoi. J'avais un biais qui disait non, 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 tu reverras jamais ces prix-là. C'est pas possible, quoi. Force est de constater que si. Ouais, bah tu vas même peut-être voir des prix de 2017, t'es pas prêt, mon gars. Je sais pas. Là, attends-toi à ce que le Bitcoin arrive très prochainement aux 20 000. D'accord? 20 000, il va les toucher, je pense, dans la semaine. Si vraiment... Je sais pas, en fait, quelle news ou qu'est-ce qui pourrait changer la donne. Je vois vraiment pas. Si je réfléchis aujourd'hui... Je me pose la question, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le marché reprenne des couleurs et change totalement de configuration et on se retrouve à avoir un marché qui est plutôt à la hausse et on va dire dans une bonne config? Je ne vois absolument pas qu'est-ce qui pourrait amener ce genre de changement. Je ne sais même pas si c'est possible dans le contexte actuel. La Fed qui se calmerait sur les taux d'inflation, enfin tu vois, sur les taux... il faudrait un revirement mondial du coup. La Fed, au final, l'inflation, tout va bien, on arrête tout, on fait un rétropédalage. La BCE qui dit aussi, oh vous savez quoi, tout va bien. En plus de ça, les deux qui disent, bon en fait les cryptos on adore, on va les réguler mais très très light, on est là pour les pousser en avant. Il faudrait cette annonce-là. Donc vas-y, attends. Non mais c'est pour ça que t'as raison et qu'on se dirige dans cette zone de prix, parce que clairement... Il n'y a aucune news, il n'y a rien qui permettrait finalement d'inverser la tendance à court terme et de regagner des niveaux qui permettraient de se dire bon bah on est peut-être sur un breakout, sur un rebond, sur quelque chose. Il n'y a rien, rien. Je vais apeurer un peu les gens et je vais leur montrer la prochaine direction du Bitcoin. Alors, je vais aussi préciser les choses. Il faut savoir que là, il n'y a pas de réel support dans les zones dans laquelle on est. Le support entre 28 et 19, il n'existe pas. Et 19 000 dollars, j'ai pas envie de non plus donner des gros espoirs aux personnes. 19 000 dollars, c'est une mèche mensuelle. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y a pas un support réel mensuel à 19 000 dollars.
Euh, en fait, c'était la mémoire des prix qu'il y avait sur l'ancien bull market de 2017-2018. Il y a eu le top qui s'est fait aux alentours des 20 000 $. C'était 16 000 € à l'époque, je me rappelle, à l'époque, je regardais ça en euros. Là, on a eu encore une mémoire des prix pendant ce bull market. On se posait tous la question, est-ce qu'il va dépasser les 20 000 ? Bon, il les a explosés. Après, Elon Musk aussi a aidé quand il s'est retrouvé aux alentours des 25-27 000 $ en faisant son tweet en disant « Oui, j'ai acheté du Bitcoin ». Et là, il y a eu un rallye haussier de malade mental sur le Bitcoin. Mais entre 28 000 $ et 19 000 $, il n'y a pas de support réel. Il y a un mini support apparemment aux alentours des 23 000, mais là on le voit, de toute façon on est en dessous. Donc le support des 23 ne tient pas des masses. Et à 19 000, le support qu'on en a créé, c'est plutôt un support psychologique, il n'est pas ouf. Donc on pourra facilement casser le support des 19 et se diriger, forte probabilité qu'on se redirige, j'ai envie de dire 10 000. Mais on peut même mécher en dessous. On peut même mécher en dessous de 10 000. Ça fait peur. Hein. Bah, ça va entraîner tout un tas de liquidations, quoi. Il y a combien de... On parlait de Celsius et tout. Celsius, tu sais qu'ils ont remis du BTC pour ne pas justement atteindre leur taux de liquidation. Et je crois que c'est passé... Ils étaient à 22, je crois. Et là, ils sont passés à 18, si je dis pas de bêtises. Tu l'as vu, la news de Nexo derrière ? Attends. Ils sont bons. Attends, on va mettre l'article. Nexo qui... propose de racheter les actifs. Alors que la plateforme de prêt Celsius se trouve compromise depuis qu'elle a mis ses services de retrait en pause. Hein. Son concurrent direct Nexo lui a proposé de racheter une partie de ses créances en échange d'un compromis. Cela intervient dans un contexte particulièrement fragile pour l'écosystème des crypto-monnaies. Et il se pourrait bien que le Celsius continue de s'enfoncer. Bah, évidemment. Celsius, ils ont refusé la propale. Ils ont refusé la propale hier, mais ils ont dit que c'était valable jusqu'au 20 juin si jamais ils changeaient d'avis. En tout cas, Nexos qui profite bien de cette connerie-là pour surfer sur la vague et se faire un petit peu de com, quoi. Et j'ai adoré leur... nous, chez nous, il n'y a pas de souci de garantie, vous inquiétez pas, c'est carré. On est en bonne forme. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti ? Attends. Situation financière sans risque. On est le premier prêteur de crypto à dévoiler publiquement nos lignes de compte en temps réel. Surtout, vous n'hésitez pas à venir chez nous, quoi. Je trouve ça extraordinaire, moi. Mais c'est parfait. Le mec, il doute de rien, quoi. T'as vu, magie du direct, je change de vêtements comme Gérard Majax. Bitcoin, du coup, les gars, faites gaffe. Les 10 000 ne sont pas si loin. C'est pour moi une forte probabilité de les avoir. J'ai beaucoup d'ordres qui sont passés à ce niveau-là. Et je vais attendre patiemment qu'ils s'y dirigent. On passe sur l'Ethereum. L'Ethereum en weekly, bon, là, il est à 1169 $. Pas de support réel là où il se trouve. Les prix sont vraiment en pleine pampa. On regarde en 4 heures pour voir ce qu'il fait. En 4 heures, il est juste en train de... J'ai dessiné de droit de tendance qui montre bien que les prix sont refoulés assez fortement à ce niveau-là. Donc, l'Ethereum qui descend gentiment, mais sûrement, pour pas apeurer trop les gens, vers ses 500 $. Pour pas trop apeurer les gens. Donc là, il y a la flèche, vous la voyez. Hein. Parce qu'on est déjà en PLS avec un ETH à 1100. Je pensais pas le revoir à ce prix-là. Je crois que 1100, c'était les prix qu'on avait fin 2020. C'est quand je... Oui, c'est ça. C'est quand je regardais et que je rentrais pas encore sur les marchés, que c'était l'année d'acclimatation à ce marché-là. Ouais. Je le voyais à ce prix-là et je l'achetais pas. En me disant, je check, tu vois, c'était l'année de découverte. Quoi. Et je l'ai vu que monter, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Et j'étais là, tiens, je suis toujours pas rentré. Et le truc n'arrêtait pas. Et j'aurais jamais pensé le revoir à ce niveau. J'ai souvenir que parce que tu avais hésité, tu te disais, ouais, c'est peut-être pas le moment, il va descendre. Il était monté aux alentours de 1003, 1005 et tu t'es dit, putain. Ah, il a pas arrêté. J'ai loupé les 1100. Et regarde, il a pas arrêté. 2 ans après, on se retrouve au même tarif. Donc... Mais comment tu veux que pour moi, qui ai acheté mes premiers morceaux de TH justement à 1300 et des brouettes, comment tu veux que pour moi, quand je le vois à 1100 là, j'achète pas. Tu vois, C'est fou, hein. J'ai les mains là, elles me grattent, quoi. Je suis là en train de me dire, mais putain, là j'achète un petit peu, ça va lisser mon prix, et puis je vais racheter encore plus bas et tout. Mais j'achète pas pour le moment. Faut patienter encore un peu. Parce que j'ai pas de signaux, j'ai rien. Donc... Alors, sinon quoi ? Je regarde le portefeuille, le montant que je vais investir et je mets que 10% à ce niveau-là. Ouais, tu fais bien. Mais moi, il y a une semaine, je voulais déjà acheter des choses. J'ai réussi à m'asseoir sur mes mains. Tu vois, j'ai réussi à m'asseoir sur mes mains. Et quand je vois les prix d'aujourd'hui, je me dis que j'ai bien fait. Donc peut-être que je vais encore attendre 2-3 jours histoire de voir jusqu'à où ça va, quoi. Moi, je suis content, mais je suis pas encore assez heureux. Alors, j'ai peut-être le biais psychologique inverse parce que, comme moi, j'ai réussi à avoir de l'Ethereum aux alentours de 80 $ à l'époque. Quand je le vois maintenant, je me dis il est toujours un peu trop cher par rapport aux premiers achats que j'ai fait sur l'Ethereum. L'Ethereum, quand moi je pensais... je joue pas le malin. Ouais, non, je pas le malin, vais pas jouer le malin. Parce que si tu le vois descendre encore plus bas, tu vois, même ton BTC, là, tu vas commencer
à te dire putain, c'est chaud quoi. Ah, mais moi... Parce que je suppose que toi, dans ton wallet, c'est ça qui te maintient à flot, c'est le TH et le BTC qui finalement, où t'es pas super en grosse perte malgré les prix d'aujourd'hui quoi. BTH, ETC, mais je suis pas en perte du tout. BTC et Ethereum, ils sont en surgain. Bitcoin. Ouais, t'es encore en profit là-dessus. Bitcoin, je les ai pris aux alentours de 5 000 $. Ethereum, mes Ouais. principaux Ethereum, c'est entre 80 et 400 $. Moi, j'ai pas vu ces prix-là depuis que je suis rentré dans les marchés, donc moi, je suis en perte complète sur ces deux trucs-là. Après, je suis rassuré parce que c'est les deux actifs que je préfère, donc je me dis c'est une opportunité plus que du malheur quelque part. Voilà, là, tu vois, en fait, il faut te projeter dans 2-3 ans, te dire que toute l'accumulation que tu vas faire maintenant, ça va te permettre, d'ici 2 ans, d'être un peu dans ma situation où, même si on a un prochain bear market, bah, tu seras comme moi en fait. Le bear market, tu le regardes, mais tu te dis, mais même si on tombe sur les prix les plus bas sur lesquels on peut tomber, ton wallet, il a minimum 100% de bénéf. C'est-à-dire que tu es à minimum plus 100% sur ton wallet. Moi, le Bitcoin, s'il tombe à 10 000, tu t'imagines que je fais quand même un x2 sur mes investissements. L'Ethereum, s'il tombe à 500, je fais minimum un x3, x4 sur mes investissements. Donc imagine moi Tu t'es déjà, largement gavé quoi. je suis à fois combien quand l'Ethereum il est là même à 1000. Je suis à x7, x8 sur l'Ethereum. Donc j'ai pas de... C'est beau. Hein. Et là, la seule chose que je me dis, c'est je suis content de voir un bear market. Pourquoi? Parce que UOS, par exemple, j'ai un prix d'achat qui est dégueulasse sur l'US. UOS, je dois être à 70 Ah, parce que 19 t'as centimes. racheté. J'ai mis t'étais un à énorme 0,40 de péchon mémoire, ouais. quand l'UOS est quand même assez bien monté. Mon prix d'achat moyen se situe entre 75 et 79. Je sais même plus parce qu'en fait, mon application où il y a mon portefeuille qui suivait mes cours, elle a disparu. Là, j'attends juste que l'UOS tombe aux alentours des 10 pour faire un rachat massif et lisser mon prix d'entrée. Pour que pendant un prochain bull, bah écoute, si on retape rien que la TH de l'UOS à 2,49, bah écoute, parfait, banco. Quand même de belles opportunités à faire. Après, tout va dépendre de combien de temps on latéralise ou qu'on plonge plus bas ou tu vois combien de temps ça va durer finalement. Parce que plus ça va durer, plus on va perdre du monde. Je comprends le rôle qu'on a en tant que créateur et d'indiquer ce qu'il faut faire aux gens ou d'indiquer un peu ce qui se passe aux gens sur les marchés et quelle psychologie avoir. Ce que nous on fait aux gens. C'est hein. ça, la psychologie plutôt à acquérir. Par exemple, le fait que je dise, moi, le fait que j'ai acheté pendant le pré-bull de 2017, j'ai déjà mangé un bear market et aujourd'hui le bear market ne m'atteint plus, ça montre un peu aux gens que 5 ans peut vraiment changer et ton portefeuille et du coup tes finances. C'est-à-dire que là, le bear market qui arrive, même si demain le Bitcoin est à 8 000 $, moi je suis en bénéfice. Tu vois, ça va peut-être aider les gens à comprendre que, bah voilà, si tu achètes pendant un bear market, et bah, le prochain bear market, normalement, tu es en bénéfice quand même. Enfin, si tout va bien. L'horizon de temps est importante. Évidemment, c'est pour ça qu'on dit il faut pas mettre d'argent que tu as besoin au quotidien. C'est vraiment de l'argent que tu es prêt à perdre, qui ne t'impacte pas. Ça te permet d'avoir cette psychologie. Du coup, en tant qu'investisseur, moi, plus cette situation elle traîne en longueur, plus je peux accumuler. Tu vois. Et plus j'accumule, plus pendant un prochain marché haussier, mes chiffres seront gros, entre guillemets. Non, mais est-ce que t'as pas l'impression que plus on met une pige à tout le monde et à tout le marché et à tous les nouveaux, on sait très bien que depuis les 2 dernières années, c'est là où il y a le plus d'utilisateurs qui sont arrivés, plus on part à la cave, plus on nettoie tout ce beau monde et plus ça dure, plus ça va être dur de retrouver justement tout cet engouement des gens et de refaire monter toute la mayonnaise, non? C'est exactement la réflexion qu'avaient les gens en 2018. Quand on a eu le bear market aux alentours de février-mars 2018, quand il a commencé, c'est exactement les mêmes réflexions qu'avait tout le monde. Oui, mais on va tomber dans un bear market, les gens ne s'intéressent plus, on ne verra plus jamais le Bitcoin à 19 000, on ne verra plus jamais un Bitcoin qui va monter au-dessus. Oh, quels étaient ces articles qui nous disaient Bitcoin à 50 000 d'ici quelques années? Jamais de la vie. Aujourd'hui, le Bitcoin, il a tapé les 68 000 $. C'est exactement la même réflexion que tout le monde va avoir sur le prochain bear market quand il va arriver. Mais il n'y aura plus personne, les gens ne se réintéresseront plus, ils vont être liquidés, ils vont être dégoûtés de la crypto. C'est un cycle de marché. Quand le prochain marché haussier va commencer, bah, ça va être pareil. Les gens qui voulaient, qui disaient « Oh, le Bitcoin, il est trop cher. Oh non, quand il était à 20 000, j'aurais dû rentrer dedans. Il est à 50 000 maintenant. » Et bah, les gens qui vont voir ce Bitcoin retomber à 20 000, est-ce qu'ils vont vraiment l'acheter? Non. Et pendant un prochain marché haussier, ils vont se dire « Oh, j'ai encore loupé. » Ils vont le racheter à 50 000. Ouais, donc en gros, on est dans un cycle et c'est une boucle, quoi. Ça fait que se reproduire. Donc en gros, il faut attendre le prochain mouvement. Est-ce qu'il sera dans 2 ans avec le halving du BTC? Je sais pas. Est-ce que ce sera avant ou est-ce que ce sera après? Je peux pas forcément prévoir. Regarde l'ironie de la chose. Le bear market dernier a commencé en 2018, début 2018. Il y a eu un mini crash, un flash crash pendant l'annonce du Covid en mars 2020. Après le mars 2020, marché aussi qui commence. L'économie mondiale va être en PLS parce que
plus personne ne travaille, tout le monde est confiné à la maison, et pourtant, paradoxalement, tu as un afflux majeur d'oseille sur les marchés financiers. Tu vois un peu l'ironie de la chose? C'est-à-dire que tu es dans une période où jamais tu aurais pensé qu'il y aurait un marché aussi bien sur les cryptoactifs que sur le marché primaire boursier. Or, pendant cette crise mondiale, tout a commencé à monter en flèche, surtout les cryptos, alors qu'on était en bear market. Et que tout le monde disait plus jamais, non, les gens ils ne rentreront plus dessus parce que regardez ce qui s'est passé, le bitcoin est passé de 20 000 $ à 3 000 $. C'est une arnaque. Non, le marché aussi a recommencé dans une période la plus bizarre qui soit. Le bitcoin a tapé son ATH à plus de 68 000 $. Voilà. Le prochain bull market qu'on aura, après ce bear market-là, il arrivera à un moment auquel on ne s'attendra pas. Je te dis une bêtise. Demain, on apprend que le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ça se tasse. Ouais. Que tout ce qui a été mis en place par rapport au blocage et autres et aux sanctions, ça tombe. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Là, les banques centrales décident de limiter les taux et du coup, réinjectent encore un petit peu. Je te dis une autre connerie. BTC... pas spécialement BTC puisqu'on sait que le halving est dans 2 ans, mais Ethereum passe en proof of stake d'ici juillet, août. Tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Est-ce que ça pourrait pas relancer le marché, tu vois? Alors, peut-être temporairement, donner une impulsion, un rebond, je sais pas, en tout cas. Je peux pas te dire. Peut-être inverser cette tendance, tu vois. Aujourd'hui, en tous les cas, il va y avoir, il faut qu'il y ait une cascade de... Ce serait des signaux positifs. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment être impactants sur le marché actuel? Je ne sais pas parce que le marché actuel est différent du marché de 2017. En 2017, il n'y avait pas tous les institutionnels qui étaient rentrés. Aujourd'hui, tu as non seulement les institutionnels, non seulement des États qui sont rentrés sur la crypto, et aussi des grosses firmes comme MicroStrategy, Tesla, et sûrement d'autres géants à venir qui vont se créer un portefeuille de cryptoactifs, si ce n'est, ont déjà créé un portefeuille de cryptoactifs. Donc, quel va être l'impact d'un vrai bear market avec ces gens-là à l'intérieur de cette économie? Est-ce que ça va être pareil qu'en 2018, c'est-à-dire un crash total et pendant 2 ans rien, ou le bear market va être sensiblement différent, où il y aura justement, tu vois, comme on le voit là, une baisse qui est lente, longue, prolongée, qui descend doucement, comme un couteau que tu enfonces dans la chair de quelqu'un et que tu tournes mais doucement, tu vois, torture. Est-ce que ça va être suivi d'un rebond massif d'un coup au bout de 3 mois, et ça va pas durer 2 ans? On n'en sait rien. Vu que les institutionnels sont là et que c'est quelque chose de nouveau, on va vraiment voir l'impact de cet argent qui est là, la smart money comme ils appellent, entre guillemets, sur les marchés. Pour l'instant, on ne sait pas. Oui, parce qu'il y a de plus en plus de gens à qui c'est pas dans leur intérêt que tout se pète la gueule, comme tu dis. Il y a beaucoup d'institutionnels qui sont rentrés. Hier, il y avait un tableau, c'est con qu'on l'ait pas mis, c'est que avec justement les prix de revient en BTC des grosses compagnies comme Tesla, MicroStrategy et autres, et même l'État du Salvador et tout ça. Et en gros, de ce que je voyais hier, ça va entre 20 et moins 40% pour ces gens-là, par rapport à leur prix d'achat moyen. Imagine le Bitcoin tombe à 10, ça sera encore pire. Et quelle stratégie ils ont? Alors, j'ai vu que tu avais Mike Saylor et Tesla, il me semble. Enfin, je dis peut-être des bêtises. J'ai lu un article comme quoi ils avaient remis des ordres d'achat, ils avaient rechargé en Bitcoin à des niveaux un peu plus bas. Alors je dis peut-être des bêtises, c'est à confirmer, hein. Donc les gens qui nous regardent, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Ça paraît logique de lisser son prix et de racheter plus bas. Ils sont rentrés sur le marché. Je veux dire, ces gens-là, ils ont acheté en moyenne entre 30 et 45, je crois. Donc s'ils rachètent à 21 ou 22 ou 23, et c'est tout bénef. Hein. Alors Tesla avait commencé aux alentours de même en dessous de 25, aux alentours de 25 en moyenne. Donc après ils ont rechargé un peu plus haut, mais s'ils sont rentrés sur ce marché-là, ils ont une stratégie. C'est pas non plus des gens qui ont fait un one-shot. Je pense qu'ils ont une stratégie très long terme, vu la communication qu'ils ont fait dessus. Je pense, comme toi, qu'ils vont recharger pour lisser leur prix, comme d'habitude, à des prix plus intéressants. Si le Bitcoin tombe à 19, je pense qu'ils auront des ordres d'achat placés à ce niveau-là. S'il tombe encore plus bas, ils auront sûrement des ordres d'achat. Je ne les vois pas, moi, dump complètement leur portefeuille parce que le Bitcoin tombe à 10. Après, tout peut arriver, mais ça serait bizarre. On va continuer un peu sur la revue des prix. Le BNB qui est à 227 $. Donc, on avait dit qu'il avait un support aux alentours des 211. Il a fait une mèche sur ce support. Ça fait peur. Hein. Il a cassé un peu le support. Hier, il a tapé les 204. Il a vraiment tapé les 204. Il est même allé un peu plus bas. Et comme on l'a dit, s'il casse les supports des 211, le BNB n'a pas de support entre 211 et 132. Donc, il va se retrouver un peu comme l'Ethereum en pleine pampa. Il sera maintenu par un marché qui stagne.
Et il suffira d'un mouvement baissier un peu plus important pour qu'il se crache aux alentours des 132. Je dis pas qu'il va tomber directement à 132, mais il va tomber sur des niveaux intermédiaires, 180, 170, pour se diriger petit à petit vers les 132. Et la chose à laquelle il faut faire attention avec le BNB, pour ceux qui sont investis dessus, c'est que s'il tape les 132, il casse les 132, sachant que 132, ce n'est pas un support hebdomadaire, c'est un support journalier, donc bien plus fragile. On se dirigera vers un support un peu plus solide qui se situe aux alentours des 28-35 $. Il faut voir ça comme une opportunité et se dire qu'on va recharger à ces niveaux-là pour long terme. Nous, on parle de point de vue long terme, tu seras d'accord avec moi. Je recharge à 28 en espérant qu'il, pendant un prochain marché haussier, retape les 200. Exactement. Bah, à la base. Hein. Binance, hier, ils ont bloqué les retraits en Bitcoin. Ouais, Binance, hier, qui a bloqué les retraits en Bitcoin, c'est vrai, tu fais bien de le dire. Tiens, c'est un article. Ils ont rencontré un problème sur... Ouais, j'ai vu ça hier, apparemment, suite à une transaction qui aurait bloqué. Du coup, ils ont bloqué les retraits pendant 3 heures au moins, pour voir un petit peu ce qui s'était produit. Donc, j'ai vu une annonce de CZ hier parlant de ça. Je te cache pas que j'ai un peu flippé dès que j'ai vu ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça y est, Binance, BTC, vous voulez quoi? Vous voulez ma mort? C'est quoi l'idée? Vous voulez la mort de l'écosystème crypto, les gars? Au meilleur moment, on a commencé avec Terra, on a continué avec le deuxième stablecoin décentralisé qui a commencé à dépeg aussi. On avait parlé hier de Binance qui peut, comme Celsius, empêcher les retraits. Et 24 heures après, on voit qu'il fait une annonce comme quoi il n'y a plus possibilité de faire de retrait. Non, c'était un problème apparemment mineur qu'ils ont réussi à régler en l'espace de 4-5 heures. Mais pendant 4-5 heures, ouais, il était impossible de retirer des cryptos et surtout le Bitcoin. Je ne sais pas si c'est que le Bitcoin, mais il y avait quelque chose qui était... Et pour moi, c'était Bitcoin. Ouais. Et il y a Vitalik qui fait une annonce aussi sur Ethereum. Hier, j'ai l'impression que tout le monde s'était donné la main pour nous faire perdre. Bon, c'était apparemment un titre putaclic pour l'article de Buterin, là. Ouais. Vitalik s'interroge sur la pertinence de l'utilisation de la blockchain. Alors ouais, c'est un article putaclic, c'est quoi, partiel, qui ne reflète absolument pas ce que Vitalik a dit, parce que quand tu lis l'article seulement, le gros tweet, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais Vitalik, t'es en train de construire un écosystème autour de la blockchain et tu t'interroges sur la... De ouf. Non, en fait, il précise un peu ses propos. Lui, ce qu'il veut, c'est une interopérabilité des blockchains entre elles, parce que le système tel qu'il est actuellement, c'est pas qu'il n'est pas viable, c'est qu'il n'est pas top. Il voudrait faire ce que Atom fait, entre guillemets, c'est-à-dire mettre en place un protocole qui permet à toutes les blockchains de communiquer entre elles et d'avoir un système, entre guillemets, global blockchain qui soit totalement libre où tu puisses faire des opérations entre chacune des blockchains sans problème, en fait. Et pour lui, c'est nécessaire. Avec une grosse efficience. Mais est-ce qu'il a tort? Non, je pense pas. Ça. Je sais pas ce que tu en penses. Non, bien sûr, c'est même l'avenir. Il faut qu'à terme, toutes les blockchains communiquent entre elles et puissent échanger. C'est comme ça que je vois effectivement le futur. À terme, il faut que tu aies une application sur ton téléphone qui soit universelle. Il y a achat de crypto, envoyer de la crypto, tu n'es plus à te prendre la tête. Oh, je suis sur le réseau Ethereum, je suis sur le réseau Solana, il faut mettre un mémo. Ah, si je fais pas les choses bien, je perds tout mon argent. Oh, c'est compliqué, ça fait peur. Non, il suffit que tu aies un bouton genre transfert. Tu choisisses là où tu veux le transférer et puis ça se fasse en quelques secondes sans avoir ces peurs que même nous, même moi en tant qu'investisseur maintenant un peu aguerri, j'ai constamment dans le coin de ma tête. J'ai envoyé mes coins, est-ce que vraiment je les ai envoyés à la bonne adresse? Est-ce que j'ai pas fait une erreur? Je vais vérifier au bout de 5 minutes. Et si au bout de 10 minutes, je les ai pas sur mon portefeuille, je me dis oh non, je les ai perdus. Puis avoir 15 exchanges pour acheter une crypto de ce côté, une crypto de l'autre. Enfin, je veux dire, si tu veux que tout le monde utilise cette technologie et tout, il faut qu'à un moment donné, ça soit uniformisé comme ça et que tu vois, tout le monde puisse communiquer. Enfin, c'est pas pour aujourd'hui, quoi. Tu penses, ouais? Parce que moi, je vois ça... pas avant 5 ans, tu vois, minimum. Et je te dis 5 ans pour pas perdre. Dans les 2 prochaines années, j'ai bon espoir que déjà, soit on a un début, soit on est bien avancé, on est à 80% du travail. Là, on regarde UOS rapidement, UOS qui est à 26 centimes. On passe en 4 heures pour voir un peu sa config. Ouais, 4 heures, c'est pas terrible. Hein. On le voit, il est en dessous de sa Tecan, il arrive même plus à la toucher. Il a quand même fait une mèche hier à 24 centimes, il s'est fortement rapproché de son support. Donc, pareil, si le marché continue dans son mood-là, UOS devrait rapidement atteindre son support des 21 centimes. Et après les 21 centimes, son support prochain, il se trouve à 11 centimes. Donc pour moi, c'est que de l'amour. Pour que les gens comprennent, j'ai quand même un énorme bag sur EOS avec un prix d'achat moyen de 79 centimes. Donc je suis affecté quand je parle de ça et j'ai l'air heureux. Je le suis vraiment.
parce que je le vois vraiment comme long terme. J'ai une psychologie long terme, donc moi, ça me fait kiffer de pouvoir recharger à moindre coût, parce que j'ai comme tous, hein, l'espoir en tant qu'investisseur long terme, comme je crois en la tech et je crois en cette technologie et je crois en la startup EOS, que les prix remontent pendant un prochain marché haussier. Donc ça me permettra d'une de faire des profits beaucoup plus gros et d'avoir une participation beaucoup plus importante sur EOS. Mais ne pensez pas que parce que je dis oh, c'est génial, d'une, je me fous de la gueule des gens qui sont en pleine pampa. Non, pas du tout. C'est juste que j'ai un mental qui est différent, un mindset qui est différent. On va passer, attends, il y avait une news qui était sympa aussi qui parlait de, voilà, Bitcoin a un support aux alentours des 23K, mais il n'est pas à l'abri d'un drop massif aux alentours des 8K si la dette globale s'intensifie. Ça, c'est un article de Cointelegraph. Et ça rejoint. Avec le Bitcoin en PLS dans le lit. Le Bitcoin qui est en PLS dans le lit, genre, oh, il manquerait plus qu'il y ait Dr House qui vienne et il fasse un épisode dessus. Qu'est-ce qu'il a le Bitcoin? FUD massif, monsieur. Comment on le traite? Impossible à traiter. C'est des analystes, hein, c'est pas juste Moïd dans son coin qui fait des prédictions et qui se dit oh tiens, il peut atteindre les 8000. Ça vient pas de nulle part. Eh ben, je suis pas pressé. Comment? T'es pas pressé? Non, ça me va, moi. 21 000, 22, là, ça me va très bien. Ah, mais plus vite on attend les 10, et plus vite on se situe vraiment dans un vrai bear et qu'on peut vraiment commencer à accumuler de façon massive, mieux c'est. Je sais pas, moi j'aime pas cette situation d'entre-deux où on sait pas trop. Les gens qui doivent partir sont encore... Mais c'est quoi l'idée? Tu me vois pas assez pleurer les matins, c'est ça? Tu attends que je chiale vraiment à grosses larmes devant toute la France. C'est ça que tu veux? Je serai là pour t'épauler. C'est un peu mon rôle aussi. C'est gentil ça. De vétéran. De vous dire, les gars, arrêtez de pleurer, fermez-la, j'en ai marre de vous entendre pleurer là, c'est bon. Je parle pas des viewers, hein, je parle de mes deux potes, je parle de David qui n'est pas là parce que il doit s'occuper de cette petite famille. Parce qu'il pleure. Parce qu'il est en train de pleurer. Ouais, David n'est pas là parce qu'il est en PLS, messieurs. Exactement. Il est dans son lit. Il était en longue sur Ethereum hier et depuis il pleure. Bah ouais. Et si je peux aider aussi la communauté qui nous regarde en leur disant ne vous inquiétez pas, il y a des petites chances pour que Bitcoin à zéro. Hein. Si on parle statistiques purement mathématiques, il y aura toujours un pourcentage de chance pour que l'économie crypto disparaisse du jour au lendemain. Et toi, pour qu'un BTC il aille à zéro, c'est quoi l'idée? Ce serait plutôt un problème de tech ou un problème de réglementation d'État, ou tu vois un truc qui ferait que... Ah, là tu veux vraiment faire fiction, supposition, pour que le Bitcoin aille à zéro? Non, je sais pas, tu vois, si... Ouais. Qu'est-ce qui ferait que BTC s'arrête, tu vois? Une guerre mondiale. Qu'est-ce qui fait que BTC irait à zéro? Une guerre mondiale ukrainien déborde et on se dirige vers un conflit mondial. Donc une sorte de, même pas début, mais vraiment la guerre mondiale qui commence. Donc tu peux être sûr que toute l'économie t'emberne. Marché primaire est complètement dévasté. Et marché crypto, je pense que là, les institutionnels, et c'est comme c'est le marché le plus volatile, vont même plus y prêter attention. Et il faudrait en plus quelque chose avec la guerre mondiale pour que ça soit arrêté. Donc je pense les connexions Internet ou le réseau Internet mondial qui est totalement perturbé et à ce niveau-là, plus de communication possible. Donc les mineurs qui sont en PLS parce qu'ils ne peuvent plus miner, ne peuvent plus protéger le réseau. Les gens qui n'ont plus accès à Internet, s'ils n'ont plus accès à Internet, ils n'ont plus accès à leur wallet et c'est totalement fini. Donc, une déclaration de la LUC. Ah oui, et bien évidemment, très important. Les summums. Une déclaration de la LUC qui vient ponctuer tout ça, qui dit « Je vous l'avais dit, les cryptos c'est de la merde !» Voilà, là je peux te dire que le Bitcoin est à zéro. Ok, donc là on sera à zéro, ça marche. Merci pour ces petites précisions. Non, mais tu vois, le truc c'est que même là, le Bitcoin ne serait pas à zéro, c'est juste que bon, bah, on n'a plus accès à rien, donc plus d'échanges possibles. Donc les prix sont figés, il n'y a plus d'échanges, les exchanges ne fonctionnent plus. Mais t'es pas à l'abri qu'à un redémarrage, cette économie reprenne. Mais c'est marrant d'imaginer un petit peu comme ça les cas de figure. Ouais. Bon, j'ai pas d'autres news. Intéressant, ouais. Frérot. Là, je pense qu'on a fait un petit peu la review des prix, on a regardé plusieurs courbes. On a vu plusieurs supports, là le CRO pareil, 11 centimes, donc constante baisse sur le CRO qui se dirige gentiment vers les 9 centimes, un de ces supports qu'il a intermédiaires. Mais c'est pas plus mal. Ça permet encore une fois de se retrouver dans des zones de prix très intéressantes, de choisir ses projets, donc de choisir ses cryptos, ne pas être là comme un bœuf et se dire « Oh j'ai 10 000, je vais mettre 1 000 euros au hasard au pif ». Non, choisir ses projets, les projets les plus solides. On l'a vu pendant les flash crash qu'il y a eu en mai 2021, ce qui a vraiment bien survécu et qui est bien remonté après. Donc il faut apprendre de l'histoire et maintenant, libre à chacun d'apprendre de ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années pour bien choisir et bien renforcer.
C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Autant tu avais de l'euphorie quand tout marchait, enfin quand tous les marchés étaient à la hausse et toutes les assets et que tout le monde y allait de ah moi j'ai investi là-dedans, ça a pris 5% hier, ça a repris 10%. Enfin, c'est un marché haussier donc tout prend et tout le monde y allait de son petit conseil, tu vois, machin. Mhm. Et là tu as un espèce de mouvement inverse pour certains, je pense, qui est de bah tout baisse, tout est en solde donc on peut tout acheter ou tout combler. Alors, Bah, c'est la même dynamique en fait qui est un peu mauvaise de biais, qui est à dire que, ok, effectivement, tout est sur peut-être des prix intéressants aujourd'hui, mais n'oubliez pas que, comme on le dit régulièrement, il y a peut-être les trois quarts qui vont jamais remonter. Donc voilà, c'est toujours pareil, hein. On est excité, on est emballé parce qu'effectivement on est sur des zones de prix qu'on n'a peut-être pas vues depuis longtemps et que certains n'ont jamais connues. Mais n'oubliez jamais que pour beaucoup, il y en a qui ne reverront pas leur ETH, il y en a qui reverront même peut-être même pas le début d'un projet. c'est ça. Ils ont mis la clé sous la porte. Déjà, il n'y a que de la lumière là, mais l'électricité ça coupe à la fin du mois. Donc ne pas s'emballer quoi, une fois de plus. Ah Hein. oui, c'est ça le truc, c'est qu'il faut pas tomber dans l'euphorie inverse, comme tu le dis. C'est pas parce qu'on est en bear market, on a des prix super intéressants sur tout est à moins 90%. Si c'est tout est à moins 90%, il faut savoir que il y en a très peu qui vont survivre. Il faut vraiment miser sur les projets les plus solides. N'allez pas acheter le premier NFT par exemple qui est passé de 10 Ethers à 0,001 Ether en vous disant mais oh, génial cet NFT va tomber va faire un x100 d'ici 2-3 ans, oh là là je vais l'acheter directement. Non, ça se trouve le NFT va jamais monter. Faites vos propres recherches justement sur ce que vous achetez. Alors quand vous achetez un token par exemple, si vous prenez de l'atome, allez voir le white paper de l'atome, regardez ce que l'équipe est en train d'essayer de créer sur l'atome, ce qu'elle a réussi à créer jusque-là, et juste posez-vous la question, est-ce que vous voulez faire partie de cette start-up? Parce que c'est des entreprises derrière. Vous êtes investisseur, pas que sur des tokens pour faire de l'argent, pour faire x10, x20, x30. C'est pour regarder la technologie qu'il y a derrière et miser sur les entreprises d'avenir. Exactement, et vous dites pas, ah bah l'ATH il était à 500 dollars, donc là il est à 100, c'est une bonne opportunité. Non, voyez les zones d'intervention, les supports, les résistances, ne rentrez pas comme ça juste parce que vous avez vu un ATH qui était 5 fois plus La élevé. capitalisation totale, il y a plein de choses à prendre en compte. Il faut vraiment aller deep dive un petit peu le sujet et tout ce qui l'entoure pour effectivement, avant de mettre vos deniers dessus, quoi. Parce que c'est votre argent, c'est pas le nôtre. Nous, on aura beau parler de plein de Et choses. personne nous le donne. Hein. Personne nous donne. On a du mal à le gagner. Voilà, Hein. voilà. Donc D'ailleurs, attends, j'ai respectons-le. pas ma casquette McDo. Là, je pense qu'il y a mon responsable qui m'attend. D'ailleurs, ta vidéo est trop longue, je m'en vais. J'ai un boulot, moi, j'ai d'autres choses à faire. Allez, salut.